mettra le lien sur nos réseaux sociaux, donc aussi bien sur Facebook que LinkedIn ou Instagram. On Vas-y, peut le dis-moi. suivre en live sur YouTube, à l'instant ou pas? Ou que Non, sur vous pouvez Facebook? faire Non? que sur OK. Facebook, OK. mais Bon, ce sera entendu. rediffusé sur YouTube en replay. Oui, aucun souci. Bon, écoutez, bonjour à toutes et à tous. On est, j'allais dire ravis, mais c'est pas tout à fait le cas. On est content que vous soyez nombreux et que vous soyez, très concernés par le combat qu'on est en train de mener, qui est un combat très difficile. Évidemment, on est, extrêmement, sollicités et déterminés à ce que cette, mesure, soit, annulée. On va parler un peu de tout ça en détail. Hem Malheureusement, pour l'instant, les nouvelles ne sont pas bonnes puisque comme vous le savez, le projet de loi de finances va visiblement passer puisqu'il n'y aura pas de censure du gouvernement. Ce qu'on va essayer de faire, et on peut passer au menu, Axel. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de traiter un peu 3 sujets. Rappeler un peu ce que c'est techniquement. Alors, je suis désolé, il y a un peu de technique quand même dans cette histoire de TVA et c'est bien le problème. Comment fonctionne la franchise en base et comment fonctionnerait, demain la mesure. Et puis on va faire un état des lieux de ce qui reste à faire en termes de combat. Et rassurez-vous, on n'a pas perdu la guerre. On a sûrement perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre et donc on va se mettre en ordre de marche pour, la suite de la bataille. Voilà et puis on répondra à vos questions-réponses. On répondra à vos questions, pardon. Bien sûr, on pourra pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a énormément. La TVA, c'est un sujet qui est en fait très technique quand on commence à se pencher sur les détails et cette mesure est elle-même très technique puisqu'elle est, sortie du chapeau sans aucune préparation et sans aucune étude d'impact. Donc forcément, ça a énormément d'incidences, y compris pour le quotidien des auto-entrepreneurs de 2025. Voilà, donc on va essayer de répondre à quelques questions quand même. Petit point sur les questions, vous pouvez poser vos questions même si on ne les traite pas toutes. Il y a l'équipe aussi qui est sur le live de Facebook, donc posez aussi vos questions sur Facebook. On fera de toute façon à l'issue du live, on fera un document récapitulatif de l'essentiel des questions, en apportant des réponses qu'on publiera sur notre site internet. Donc il y aura une page spécifique FAQ sur les questions que vous pouvez vous poser. Alors, la franchise en base de TVA, c'est quoi? Là, c'est assez simple, je pense que vous connaissez à peu près tous la règle. Hem, En fait, donc la franchise en base, c'est une règle qui dit que en dessous d'un certain chiffre d'affaires, vous ne collectez pas la TVA à vos clients et au-dessus d'un certain chiffre d'affaires, vous collectez la TVA à vos clients pour la reverser à l'État. D'accord? C'est la règle. C'est une règle qui existe depuis la nuit des temps, j'ai envie de vous dire. Hem, Ce qui est vrai, c'est que le régime a été construit et le plafond historique du régime a été construit sur la franchise en base de TVA. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a commencé le régime autour de 32 000 €. C'est que la franchise en base de TVA pour les prestations de services était à 32 000 € et pour l'achat-revente était autour de 80 000 €. Donc c'est l'histoire du régime qui est définitivement impactée par cette mesure puisque la franchise en base était un peu, on va dire, coexistante ou partie prenante totale, génétiquement, liée au régime, de l'auto-entreprise. Aujourd'hui, donc on va rappeler les seuils de franchise de TVA, je pense, après et aujourd'hui, les seuils sont, ont progressé assez, significativement ces dernières années. Voilà, ils sont d'ailleurs, au 1er janvier 2025, avant le passage de la loi, ils sont de 37 500 pour la prestation de service et de 91 900 pour l'achat-revente. Ce qui veut donc dire que si vous êtes en dessous de 37 500 dans l'année, vous ne collectez pas la TVA et vous ne la reversez pas à l'État si vous êtes en prestation de service et puis pour la même chose pour l'achat-revente. Si on revient sur la slide précédente, 2 petites choses. Il y a une différence entre l'assujettissement et le fait d'être redevable. Quand vous êtes assujetti à la TVA, en fait, c'est comme tout particulier de France et de Navarre, vous payez la TVA sur vos achats. C'est-à-dire que où que vous alliez, que ce soit pour des achats professionnels ou des achats particuliers, vous payez la TVA. Jusque-là, il y a rien de surprenant. En fait, en France, tout le monde est assujetti à la TVA. D'accord? Quand vous êtes redevable de la TVA, c'est autre chose. Donc, c'est quand vous avez franchi le fameux seuil. Là, vous payez la TVA sur vos achats. Vous collectez la TVA auprès de vos clients. Donc, vous la facturez à 10 ou à 20%. Je vais aller simplement sur les taux, mais on va dire à 10 ou à 20% en fonction de l'activité. Vous la facturez, vous la collectez à vos clients. Et vous pouvez faire une balance de TVA. Quand on dit une balance, c'est-à-dire que vous allez déduire votre TVA payée de votre TVA collectée pour ne reverser à l'État que la différence entre les deux. En fait, c'est une taxe sur la valeur ajoutée. Finalement, la balance de TVA, ça met en avant la valeur ajoutée, c'est-à-dire la différence entre ce que vous avez payé d'un côté et ce que vous avez encaissé de l'autre. Et donc, ça me permet d'expliquer ce qu'on va d'ailleurs beaucoup passer sur les réseaux sociaux, c'est que plus votre valeur ajoutée est importante,
plus votre taxe est élevée. En réalité, quelqu'un qui a beaucoup d'achats et qui a donc une marge faible, donc une valeur ajoutée faible, il va payer peu de TVA, puisque la taxe sur la valeur ajoutée va s'appliquer sur la différence entre les deux. En revanche, quelqu'un qui a une grosse valeur ajoutée, typiquement une prestation intellectuelle qui a donc très peu d'achats, va en revanche payer beaucoup de TVA puisqu'il a très peu d'achats à déduire. Et ça, c'est une incidence assez directe. Évidemment, pour dire ceci, il faut comprendre le fonctionnement de la TVA, hein. Voilà, donc il y a quand même pas mal de gens qui découvrent le fonctionnement de la TVA parmi nos détracteurs et qui se disent, mais en fait, ça n'a pas d'incidence puisque vous ne faites que la collecter pour la reverser. Si, ça a une incidence sur la valeur ajoutée. On va continuer. Donc, les seuils, on les a déjà rappelés. Les seuils actuels sont ceux-là. Ce que ça veut dire après abaissement, c'est que, vous allez vous retrouver toutes activités confondues, j'insiste là-dessus, toutes activités confondues, à un plafond de 25 000 € en 2025. Alors il y a plein de questions autour de ça. Est-ce que pour ceux qui ont déjà dépassé le plafond en 2024, ils sont déjà assujettis à la TVA en 2025? A priori non. On a une réponse plutôt négative là-dessus. Le projet de loi de finances n'est pas rétroactif sur l'année passée. Donc finalement, le nouveau seuil sur lequel il faudrait désormais baser sa référence, c'est bien 25 000 € en 2025. Donc tant que vous n'avez pas dépassé 25 000 € en 2025, vous n'êtes pas concerné par ce qui s'est passé en 2024. Ensuite, donc on va rentrer un peu dans le détail de la mesure. Donc d'abord, pourquoi cette mesure et combien ça rapporte? Alors d'abord, cette mesure, c'est présentée sous couvert d'une harmonisation européenne. On ne va pas se mentir, c'est complètement pipeau. Il n'y a pas d'harmonisation européenne réelle. On vous présentera sur le site d'ailleurs l'ensemble des plafonds qui existent en Europe. Il y a à peu près tous les types de plafonds en Europe. D'ailleurs, la moyenne européenne, c'est plutôt 29 000 plutôt que 25. Et il y a un certain nombre de pays en Europe qui ont encore deux plafonds d'ailleurs. Un plafond pour la prestation de service et un plafond pour l'achat-revente. Donc l'argument est assez fallacieux. Je n'y crois pas du tout. La vraie raison, c'est les recettes fiscales très significatives, voire assez énormes qu'ils espèrent en tirer. Alors, pourquoi on dit ça? On a un chiffrage assez précis. Ça concerne à peu près 250 000 auto-entreprises et on considère que ça concerne autour de 100 000 entreprises individuelles au régime réel, donc des entreprises qui ne sont pas sous le régime de l'auto-entreprise, mais qui sont en franchise en base, puisque vous le savez très bien, on n'est pas forcément obligé d'être auto-entrepreneur pour être en franchise en base. Il suffit d'être en dessous des plafonds. Je le rappelle et je le redis parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le découvrent aussi. Toute entreprise individuelle, même toute société d'ailleurs, qui est en dessous des plafonds peut être en franchise en base, hein. Donc c'est clairement pas exclusivement impactant pour les auto-entrepreneurs, ça touche aussi d'autres types d'entreprises. Le chiffre d'affaires déclaré simplement entre les 25 000 et les plafonds actuels était en 2023 de 9,1 milliards. On pense qu'il est plutôt de 10 milliards en 2024. Et ça, c'est sans compter les entreprises individuelles hors régime auto-entrepreneur. Donc rien que sur cette base-là, si on applique un taux de TVA de 10%, qui est volontairement minoré, puisqu'il y a forcément des activités qui seront à 20, un taux de 10%, sans compter effectivement la récupération de TVA, mais du coup, l'un dans l'autre, on est quand même très généreux sur les calculs, l'État devrait récupérer fiscalement autour de 900 millions. Autour de 900 millions. Voilà. Autour de 900 millions de collecte fiscale supplémentaire espérée avec cette mesure. Donc on parle bien de quelque chose qui est extrêmement significatif pour les finances publiques. Évidemment, ça n'arrivera pas puisqu'on va en reparler après, mais il y a un certain nombre de choses qui vont se produire avant que ceci ne se passe. On va passer à la suite. Donc pourquoi et combien? Je pense que vous avez eu la réponse. On a en tête la motion de censure qui a été déposée. A priori, la motion de censure ne va pas passer. Donc, et d'ailleurs, c'est pas forcément une bonne nouvelle que la motion de censure passe, hein. Si la motion de censure passe, la France n'a pas de budget, vous connaissez la musique. Le gouvernement doit démissionner, il faut un nouveau gouvernement, il faut revoter un budget. D'ailleurs, rien n'indique que dans le nouveau budget, il n'y aurait pas quand même la mesure. Donc finalement, il n'y a pas de bonne solution, mais on ne va pas pouvoir échapper, je pense, à cet article dans le projet de loi de finances. Est-ce que pour autant, on va s'arrêter là? Alors, on ne va pas s'arrêter là. Alors, d'abord, quels sont les risques? Il y en a essentiellement 4. Il y en a plus, mais il y en a essentiellement 4. Le premier, et on va y revenir, c'est la complexification comptable. La complexification comptable, très importante pour les entreprises impactées.
Et c'est pas que ça d'ailleurs, c'est une complexification, d'équipement puisque à partir du moment où vous êtes assujetti à la TVA, vous devez avoir un logiciel certifié. C'est une règle supplémentaire qui s'applique à ceux qui sont assujettis et donc ça rend les choses d'autant plus complexes pour ceux qui franchissent le plafond. Le deuxième risque, évidemment, c'est le risque d'accélérer la fraude. Il y a deux techniques dont on entend parler, sur les réseaux et d'ailleurs chez les adhérents. Évidemment, le premier c'est une sous-déclaration, donc on s'arrête à 24 900 €, hein, voilà. Il faut pas le faire parce qu'évidemment vous allez réduire vos droits, à la retraite, vos indemnités journalières et cetera et cetera. Et puis la deuxième crainte, c'est une duplication d'entreprise. En fait, vous facturez jusqu'à 24 000, mais ensuite vous confiez à votre conjoint, à votre conjointe, un ami, un frère, une sœur, une deuxième auto-entreprise qui, évidemment, facture à votre place. Bon, c'est pareil, c'est illégal et en plus, ça ne vous donne pas des droits, sociaux supplémentaires. Donc ça, c'est le deuxième risque. Le troisième risque, c'est un vrai risque de perte, de recettes fiscales et sociales. La réalité, c'est que, la sous-déclaration, ça va à la fois, évidemment, faire échapper toutes les recettes fiscales dont j'ai parlé précédemment à l'État, puisqu'il est très probable que très peu d'auto-entrepreneurs en réalité, dépassent vraiment ce plafond et en tout cas dans les, chiffrages estimés. Mais en plus, il y aura une perte de recettes sociales puisque tout ce qui est sous-déclaré, n'est pas cotisé, hein. Donc c'est un troisième risque. Et puis le quatrième qui est clair, c'est qu'on a, une vraie perte de pouvoir d'achat, chez les clients particuliers. Pourquoi on dit chez les clients particuliers? On va y revenir, c'est que les entreprises que vous facturez se moquent un peu que vous facturiez avec ou sans TVA, puisqu'elles-mêmes la récupèrent. Mais en revanche, pour les particuliers, évidemment, c'est une perte de pouvoir d'achat puisque vos tarifs vont, mécaniquement augmenter de 10 ou 20. Voilà pour les 4 risques qui sont estimés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, dans la suite? On va quand même mener des combats. Je l'ai dit, on a perdu une bataille, on va perdre une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. D'abord parce que, il va y avoir un PLFR. Le PLFR, c'est quoi? C'est le projet de loi de finances rectificatif. C'est obligatoire, il y en aura forcément un. On regarde la vitesse avec laquelle le PLF a été monté. Il va y avoir au Parlement un PLFR. Dans combien de temps? Je ne sais pas. Sûrement avant l'été. Si c'est avant l'été, c'est une bonne fenêtre de tir puisque les dépassements de plafond se produisent en général entre septembre et Noël. Et donc on a le temps de réagir avant l'été en, se battant auprès des députés pour obtenir un amendement parlementaire. Il faut que ce soit un amendement parlementaire et pas un amendement gouvernemental. Pourquoi? Parce que, le gouvernement ne se dédiera pas, après avoir déposé cet amendement, il ne se dédiera pas dans un temps si court. Donc il faut que ce soit le parlement qui dépose, cet amendement et donc on va vous fournir très prochainement, sur le site de la Fédé, un guide complet pour écrire à votre député avec tous les arguments expliquant en quoi cette mesure est inique, injuste, complexe, difficile à mettre en œuvre, n'apportera pas les recettes estimées, fera perdre en revanche, des budgets notamment sociaux, à l'État et vous pourrez leur adresser ces lettres ainsi que, une lettre type à l'ensemble des députés par mail, à l'ensemble des députés de France pour leur dire de se mobiliser sur le sujet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire avec d'autres confédérations, notamment avec la CPME puisque, vous le savez, hein, je l'ai dit, il y a des entreprises individuelles, non auto-entrepreneurs, qui sont impactées et on a déjà des CPME régionales qui nous ont contactés, départementales qui nous ont contactés en disant: «Ah ben, si on pouvait se battre ensemble, ça serait bien». Parce qu'effectivement, ça ne concerne pas que les auto-entrepreneurs, ça concerne tous ceux qui sont en dessous des plafonds. Et donc notre seul objectif, je le dis de manière très ferme et je l'ai dit à la presse ce matin, notre seul objectif, c'est l'abandon de cette mesure. Cette mesure, elle est complexe, elle est pas du tout adaptée, elle est trop rapide, elle est, elle est pas jouable et en plus elle est pas équilibrée. Donc il faut abandonner cette mesure. Il y a 50 000 autres manières de récupérer des recettes fiscales, mais pas sur quelque chose heu, d'aussi injuste et avec, autant de petites entreprises qui vont souffrir. Donc on doit faire abandonner cette mesure. Donc voilà pour nos combats. Donc on va revenir vers vous, hein. On a un certain nombre de choses sur le site de la Fédé qui est très, très visité, qui est très actif, qui est d'ailleurs qui a été modernisé, depuis et puis ça me permet de faire un appel, page de publicité, cotiser, adhérer, parler de la Fédé. On est vraiment, les seuls à avoir tiré le signal d'alarme dès le mois de décembre. On s'est battus comme des fous. On a été, finalement assez vite relayés par la presse, donc ça montre notre efficacité. Le gouvernement fait la sourde oreille, même si un certain nombre de ministres ce matin ont été quand même bien,
challengés par les journalistes sur le sujet, mais à force d'être présents et nombreux, on finira par gagner. Alors ensuite, quelques petites, explications supplémentaires. Qui est impacté? Donc je l'ai dit, ça impacte surtout les clients particuliers qui ne peuvent pas récupérer la TVA et donc il y aura une augmentation des tarifs, hein, mécaniquement de 10 ou 20. Ce qui va se produire, malheureusement, c'est qu'un certain nombre d'entre vous ne pourront pas augmenter leur prix en appliquant la TVA et donc vous allez perdre de la marge. Le calcul est simple, si vous n'augmentez pas vos prix de 20 mais que vous êtes assujetti à la TVA, vous perdez une marge de 20. Voilà. Donc malheureusement, ça peut, être très impactant. Sur les B2B, le conseil, c'est quand même de, maintenir vos prix et de passer la TVA en plus. La plupart des clients professionnels peuvent récupérer la TVA. Je dis la plupart parce qu'il y a quelques cas d'exonération et donc s'ils peuvent la déduire, normalement, ça doit être neutre en termes de tarification. Pour les collectivités, c'est un peu plus complexe. Normalement, ils peuvent récupérer la TVA et ça dépend, là aussi des cas, hein. Sur les collectivités locales, ça peut se jouer. Sur les particuliers, c'est évidemment beaucoup, beaucoup plus compliqué. Voilà pour, l'impact, financier et en termes de marge, ce que ça peut dire pour vous. Hem, donc sur l'activité, ça veut dire quoi? Augmentation de vos tarifs de 10 ou 20, perte de compétitivité évidemment, gestion administrative complexifiée, quand on dit administratif, c'est administratif et comptable, vous l'avez compris. Il faut faire les calculs de la TVA, il faut la reverser, il faut faire une déclaration. Il faut en plus, utiliser un logiciel certifié. Alors évidemment, pour ceux qui sont vraiment en phase de croissance et qui ont une importante, activité, qui de toute façon auraient dépassé le plafond, c'est moins le sujet. Allez voir un expert comptable, utilisez un logiciel, obtenez votre numéro de TVA assez vite et passez à autre chose. Je pense que là, il y a peut-être pas non plus un débat, important sur ceux qui sont vraiment en phase de croissance et qui de toute façon auraient dépassé les plafonds historiques. En revanche, pour ceux qui sont vraiment entre 25 et 30, entre 25 et 35, là, il faut vraiment regarder comment vous pouvez le gérer, en essayant d'optimiser vos coûts. Je rappelle, et c'est très important, que, si vous dépassez le plafond de la TVA en 2015, par exemple, vous ne pourrez pas rebénéficier de la franchise en 2026. Donc 2025, vous dépassez le plafond. En 2026, vous êtes à la TVA dès le premier euro. On va faire une FAQ complète sur le site de la Fédé pour vous en parler, mais malheureusement, vous perdez le bénéfice de la franchise pour toute l'année qui suit. D'ailleurs même pour les 2 années qui suivent, hein. Donc la bascule de TVA n'est pas neutre. C'est pas simplement sur ce qui dépasse 25 000 €, hein. Après c'est ce qui commence au premier euro. Ensuite, petite liste de questions. Alors on va déjà répondre aux questions qu'on s'est posées nous. Donc première question, la mesure prenant effet au 1er mars, quel est le CA servant de base de calcul? A priori, c'est le CA de l'année 2025. C'est pas le CA à compter du 1er mars, c'est le CA de l'année totale. Parce qu'en réalité, le PLF, il est rétroactif au 1er janvier. C'est une mesure qui s'applique sur l'ensemble de l'année 2025. Donc c'est bien le chiffre d'affaires annuel 2025 qui servira de base de calcul sur les déplacements. Le numéro de TVA, vous l'obtenez, vous le verrez dans la FAQ auprès du service des impôts des entreprises. C'est pas automatisé, ça fait partie des demandes que l'on fait depuis très longtemps. C'est pas automatisé, il faut donc faire, la demande, individuelle auprès du SIE. Petite précision sur le numéro de TVA intracommunautaire, la plupart des logiciels qui gèrent la TVA vous le calculent aussi automatiquement à partir de votre numéro de SIRET. Exactement. Il n'y a qu'une clé en fait, c'est juste une clé qui vient s'ajouter au numéro de SIRET. Que se passe-t-il si je n'arrive pas à augmenter mes prix de 10 ou 20? Eh bien, tout simplement, vous perdez de la marge, on l'a déjà dit. Si vous n'augmentez pas vos prix, vous devrez de toute façon reverser la TVA sur le BTP à 10, sur la rénovation à 10, sur, les services à la personne à 20. Et bien du coup, vous perdrez 20 de marge, donc vous perdrez 20 de revenus, tout simplement, hein. C'est clair. Le le L'État vous demandera, 20 du chiffre d'affaires facturé. Voilà. Faut-il prendre un expert comptable pour gérer la TVA? Alors, c'est ce que j'ai un peu expliqué avant. Si, vous êtes en phase de croissance, que vous trouvez, que vous allez de toute façon vous situer clairement entre 35 et 70, prenez un expert comptable évidemment. Il y a un certain nombre de cabinets qui sont adaptés, à la gestion des auto-entreprises. Un expert comptable pour gérer la TVA, c'est pas 3 000 € par an. Voilà, il y a des tarifs types, on pourra d'ailleurs vous les indiquer. Heu,
il faut compter, donc si vous avez, en fait, une seule déclaration annuelle, entre 500 et 800 €. Voilà, à peu près. On va passer aux questions suivantes. Et sachant pour préciser que le recours à un expert comptable n'est pas obligatoire, ça dépend effectivement, comme dit Grégoire, de votre cas de figure. On peut très bien gérer la TVA sans avoir besoin de faire appel à un expert Absolument, comptable. absolument. Et d'ailleurs, on c'est pas le fait de gérer la TVA n'est pas réglementé au sens propre, donc vous pouvez le faire vous-même. À la Fédé, on va vous proposer des services. On n'a pas encore, construit ça parce qu'évidemment, on n'était pas prêt à cette mesure. Mais on va vous proposer des services pour, vous aider à tenir la TVA, notamment avec le logiciel qu'on a développé. Question suivante du coup. Alors, quelles sont les dépenses pour lesquelles la TVA est déductible? Alors, il y a un certain nombre de c'est compliqué, on va pas rentrer en détail. Tous vos achats sont quasiment, déductibles sur la TVA, à l'exception de, quelques petites règles, qu'on vous présentera, notamment, heu, l'essence, il y a deux trois sujets un peu typiques sur lesquels on ne peut pas déduire la TVA. Donc on vous le présentera dans la FAQ. Ce qui est sûr, c'est que si vous commencez à gérer votre TVA vous-même, vous avez intérêt à suivre une petite formation pour bien comprendre ce qu'on peut déduire et pas déduire. Si vous avez un contrôle sur la TVA, il faut faire attention quand même à ne pas vous retrouver à déduire des choses que vous n'avez pas le droit de déduire. Où faire les déclarations de TVA et à quelle fréquence? Alors ça va dépendre du régime que vous allez choisir. Vous avez 2 choix, soit une déclaration, trimestrielle, soit une déclaration annuelle, heu, soit même d'ailleurs une déclaration mensuelle dans certains cas de figure. On vous expliquera les différents choix que vous pouvez faire. C'est une gestion administrative complexe. Il faut avoir votre comptabilité à jour, évidemment. Ça impose d'avoir une comptabilité à jour et de faire sa déclaration de TVA dans les temps et de payer sa TVA dans les temps. Vous pouvez avoir des acomptes à verser, donc ça rend les choses un peu plus complexes et il faut faire attention à la trésorerie parce qu'évidemment, si vous avez, encaissé la TVA, mais que vous l'avez dépensée, le jour où l'État vous la demande, il faudra la verser quand même. Voilà, donc attention à votre trésorerie. Il y a une incidence assez forte sur le fait de bien gérer sa trésorerie quand on est à la TVA et c'est essentiellement un passage en réel simplifié, effectivement, pour ceux qui, connaissent un peu le sujet. Quelles activités demeurent exonérées de TVA? Celles qui ont toujours été, exonérées. Hem, donc c'est essentiellement les activités de formation, les activités médicales, voilà. Heu, je pense que c'est à peu près tout. Il faudrait vérifier sur la TVA immobilière aussi. Il y a des activités qui sont exonérées de TVA, puisqu'il y a, quelques cas d'exemption. On va vous les noter, on va vous les décrire. Elles sont quand même assez rares, hein, il n'y en a pas 50 000. Et donc pour le coup, le projet de loi de finances n'a pas remis en question les exonérations de TVA. Voilà, voilà. Donc ceux qui étaient exonérés de TVA, notamment toute la partie formation, le reste, voilà, et les psychologues et cetera, le reste aussi. Le logiciel de la FNE est-il capable de gérer la TVA? Alors oui, il est capable, de gérer la TVA. Il est capable de gérer la TVA dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on a, le suivi, de votre TVA en facturation et de votre TVA sur les achats. Ça fait un calcul de la balance. Par contre, le logiciel ne fait pas la déclaration de TVA. Il Pas faudra peut-être qu'un encore. jour, pas encore, Ça fait voilà. partie de notre roadmap. Donc on a évidemment le sujet puisque comme vous l'avez compris, un certain nombre de personnes qui sont impactées par ce sujet-là. Il va falloir que, on vous accompagnera le mieux possible et donc que vous puissiez gérer jusqu'à la déclaration, sur le logiciel de la Fédé. Il y a d'autres logiciels qui le font très bien évidemment, mais voilà, le principe de la Fédé, c'est de faire un logiciel vraiment à prix coûtant, donc on est très peu cher et on essaie de vous apporter un service qui soit le plus simple possible, le plus adapté, à notre base. Voilà. On va, répondre à quelques questions, donc il y a énormément de trucs. Alors est-ce que le logiciel de la Fédé est certifié? Non, il n'est pas certifié encore. Il est pour l'instant, la certification, c'est une auto-certification qu'on peut faire, donc pour l'instant, on est encore dans les clous pour faire une auto-certification de notre logiciel, ce qu'on va faire, puisqu'on respecte totalement les règles de la certification, mais on n'a pas les moyens aujourd'hui de payer une certification externe. C'est encore un coût supplémentaire de 10 000 €. Pour la Fédé, ça commence à faire beaucoup de coûts et beaucoup d'actions et beaucoup de travaux et beaucoup de choses et voilà et à un moment donné, nous-mêmes, on est un peu, complètement, écrasés par toutes ces mesures et toutes les choses qui nous arrivent, en permanence sur la tête. Donc on verra si on prend, dans notre budget pour faire une certification externe. Pour l'instant, on peut encore faire de l'auto-certification, donc le logiciel, vous pouvez l'utiliser si vous êtes à la TVA. Ou même si vous n'êtes pas à TVA d'ailleurs. Oui, bien sûr, évidemment. On vous recommande de l'utiliser dans tous les cas. En plus, il est gratuit sur une partie de l'activité.
Axel, comment on fait? Est-ce qu'on répond à pas mal de Alors, questions on a ou énormément de questions, donc on ne pourra je pas je tout je traiter. je vois ça. Heu, alors sur les questions essentielles, il y avait pas mal de questions que j'ai vues passer sur les logiciels, donc je vais peut-être reprendre la main sur les logiciels, parce que c'est un petit peu mon cœur de métier. Sur les logiciels, effectivement, il faut que ce soit un logiciel qui soit certifié ou auto-certifié jusqu'au 31 décembre 2025. Donc il y en a plusieurs qui existent, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont chers, il y en a qui sont pas chers, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien. Donc je vais pas vous faire une liste exhaustive, je vais juste vous parler un petit peu pour la FNAE. On a édité un logiciel qui s'appelle FNAE Gestion, qui respecte toutes les normes qui sont liées à la certification. Pour le moment, on est auto-certifié et on va, certainement, comme le disait Grégoire, envisager le passage à la certification officielle. Voilà, donc le logiciel de FNAE, il permet de faire plein de choses en version gratuite. Qu'à partir du moment où on passe sur la TVA, ça vous coûtera 50 € par an. Voilà. Donc c'est un coût qui est assez faible, parce que notre mission, comme le disait Grégoire, c'est vraiment d'équiper les personnes et pas autre chose. J'ai aussi d'autres questions passées sur, des activités particulières. Est-ce que certaines activités, genre le coaching, sont exonérées de TVA ou les activités SAP? Donc ça, j'en ai vu beaucoup. Alors je ne peux pas les reprendre toutes une par une parce qu'il y en a vraiment énormément. J'ai vu des questions aussi passer sur, le chiffre d'affaires 2024. Est-ce qu'il va être pris en compte sur, le nouveau calcul du seuil de TVA? Alors comme disait Grégoire, non, c'est A vraiment le priori, chiffre non. d'affaires 2025, hein. Oui, a priori, non, hein. C'est pas alors encore une fois, on touche du bois quand on vous répond parce qu'on n'est pas au clair sur l'ensemble des mesures, vu que cet amendement gouvernemental n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact, aucune analyse, ni côté, DGFiP, ni côté Urssaf d'ailleurs. Donc on est évidemment sur des choses, qui relèvent plutôt du cadre général. Le PLF n'est pas rétroactif. Donc si le nouveau seuil, c'est 25 000 en 2025, le chiffre d'affaires de l'année 2024 n'est pas censé être pris en compte sur la bascule. Et donc le dépassement va être compté entre le 1er janvier 2025 et la date de dépassement. Je rappelle la règle, si c'est 25 000 € en 2025, vous allez facturer tous les mois. En octobre, vous allez facturer le fait que vous dépassez de 24 000 à 26 000 €. Et donc toutes les factures à compter du 1er jour d'octobre seront assujetties à la TVA. D'accord? Si vous avez fait des devis en 2025 à partir du mois d'octobre sur lesquels il n'y avait pas la TVA, vous devrez soit les refaire avec la TVA, c'est possible, hein. Vous pouvez dire: «Bah, je suis désolé, je ne fais pas la prestation, donc j'annule mon devis, je recommence le devis avec une TVA». Soit vous payez la TVA de votre poche parce que vous ne voulez pas remettre le devis en question et vous voulez faire la prestation quand même. Ça sera la règle. Et donc à partir de l'année 2026, pour quelqu'un qui a basculé en 2025 en octobre, qui a basculé au-delà de 25 000 €, à partir de 2026, vous devez commencer à facturer la TVA au 1er janvier. Au 1er janvier, hein. Toute votre activité 2026 sera, en, facturation, de TVA. Voilà. Et ça, c'est valable bien sûr pour les prestations de services, mais c'est aussi valable pour l'achat-revente. Donc toute personne qui est en achat-revente, avec le même plafond à 25 000 devra facturer la TVA dès, la bascule du plafond. Alors, j'ai eu d'autres questions passées aussi, notamment sur le logiciel FED. On a 2 logiciels FED. Je vois des gens qui disent: «Le logiciel n'est pas compatible avec Mac». On a 2 logiciels. On a effectivement un logiciel qui s'appelle Deuxifacture qu'on télécharge sur un PC, donc en mode Windows, qui lui n'est compatible qu'avec Windows. Et par contre, on a aussi une solution en ligne qui s'appelle FNAE Gestion, donc que vous pouvez trouver, pardon, sur gestion.fnae.fr, qui lui est compatible avec tout support, que ce soit ordinateur, tablette, smartphone, et quel que soit l'environnement, que ce soit du macOS ou du Windows. Donc ça, c'est juste pour préciser sur cette question-là. Mmh. J'ai vu une autre question aussi qui est intéressante. C'est une personne qui demandait: «Si je vends à l'étranger, est-ce que je dois facturer la TVA?» Alors oui, ça reviendra même, mais de toute façon, à l'étranger, c'est un peu différent puisqu'il y a une TVA intracommunautaire qui sert justement à gérer la TVA facturée et la TVA récupérée. Donc, oui, à l'étranger, ça se passe pareil. C'est juste que, en TVA intracom, le comment dire? La règle est un peu différente. Voilà. Et ça, on vous l'expliquera de manière claire. Ça n'a pas d'impact sur, la bascule du plafond aujourd'hui, finalement, la TVA Mmh intracommunautaire. mh. Il n'y a pas de différence. Sur, une question qui est importante qui revient, est-ce que je peux facturer la TVA dès aujourd'hui? Est-ce que je peux basculer la TVA dès aujourd'hui? Alors, en fait, oui, vous pouvez basculer la TVA dès aujourd'hui, mais attention, parce que si vous collectez la TVA sur vos devis, enfin sur vos factures en février, par exemple, vous devez la reverser à l'État, hein. Vous pouvez pas juste vous dire: «J'ai appliqué la TVA, mais je suis pas encore au plafond, donc je la reverse pas». Si, si, vous faites le choix
de basculer la TVA dès aujourd'hui, c'est votre choix. Dire comme ça, moi, je commence une année complète à la TVA, possible, mais attention, possible, et donc vous rentrez dans les obligations de quelqu'un qui aurait basculé au-delà de 25 000 en fait, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous demandez votre numéro de TVA, intracommunautaire ou SIE, vous faites, votre collecte de TVA, vous faites vos déclarations et vous la reversez. Hein, voilà. Ça, c'est pas, vous pouvez pas dire: «Je j'applique la TVA, je garde l'argent pour moi et puis le jour où je bascule au plafond, je commence à la verser». Mmh. J'ai une autre Hem, question aussi, Grégoire. ouais, Il y a des personnes qui dis-moi? demandaient quelle formation pouvait être intéressante pour comprendre la TVA? Alors, on a une formation, pareil, on va reparler sur le site de la Fédé. On a une formation dédiée qu'on va essayer de rendre la plus pédagogique possible avec, sur la base de logiciels et d'un cas d'usage complet pour que vous puissiez partir de là en ayant tout en main. C'est-à-dire récupérer votre numéro de TVA, utiliser le produit, compris à comment faire une facture correcte, que vous connaissez bien les taux de TVA appliqués, parce que je rappelle que les taux de TVA sont un peu, peuvent être un peu complexes en fonction des activités et en fonction de ce que vous vendez, hein. Typiquement, si vous vendez de l'alcool, c'est pas du tout la même chose. Je sais pas s'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui vendent de l'alcool, mais il doit y en avoir quand même. Donc il y a des taux de TVA à appliquer en fonction de ce que vous vendez et cette formation vous permettra d'être, complètement prêt, et on va même essayer de lancer un service d'accompagnement et d'aide spécialisé à la TVA pour, voilà, vous aider à faire des déclarations, si nécessaire. C'est vraiment partie d'un gros c'est les grands travaux de l'année 2025 parce qu'on doit vous accompagner là-dessus à fond. Voilà. Alors je vois d'autres questions aussi, mais c'est plus s'il y a des Alors, activités spécifiques. il y a énormément de questions, mais on va vraiment prendre toutes vos questions, on va faire une FAQ la plus large possible, Mmh. hem et on va la publier de manière officielle à tous les adhérents. Hem, hem, oui, bon, donc il y a une autre question sur on classera un peu les questions Ouais. par type de métier, hein, donc il y a tout ce qui est déjà exonéré par défaut, le reste, hein, donc il y a une liste de codes APE, des activités qui sont, dédiées, voilà, comme la formation, je l'ai déjà dit, et certaines activités de santé qui sont exonérées de TVA. On Mmh. fera une grosse partie sur, comment j'obtiens mon numéro de TVA, comment je fais mes factures et comment je calcule ma balance de TVA, notamment ce que je peux récupérer ou pas. Et puis après, on fera une partie sur la déclaration. Comment je déclare, à quelle fréquence, comment je paye et qu'est-ce qui peut se passer en cas de contrôle? Parce qu'on peut avoir des contrôles à la TVA. Donc il faut vraiment que ça soit clair dans votre tête. Il y aura essentiellement ces 3 parties et la formation couvrira ces 3 domaines. Voilà, et on a un spécialiste, hein, chez nous qui s'appelle Laurent, qui connaît très, très bien la TVA et qui va, piloter le formation la formation sur le sujet. Voilà. Hem, Sachez aussi que vous pouvez cumuler, c'est éventuellement une technique que vous pouvez avoir en tête, cumuler, une activité d'auto-entreprise avec une activité de portage salarial, qui peut vous permettre, si vous voulez vraiment pas basculer à la TVA et que vous avez peur de pas savoir gérer ça, une auto-entreprise d'un côté et du portage de l'autre. C'est légal, ça permet d'avoir, 2 activités, enfin une activité, en répartie sur 2 voilà, sur 2 structures, et une portée comme un salarié et puis de l'autre en indépendant. Voilà. Et en parallèle, on peut aussi, sur certaines activités, se faire payer en CESU, ce qui permet de sortir de l'activité auto-entreprise un volume d'affaires. J'ai vu une question aussi qui est très intéressante, qui peut concerner beaucoup de personnes, c'est si j'ai acheté du stock en 2024, est-ce que mon stock, je peux en déduire les achats? Enfin déduire la TVA sur ces achats? Non, 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 c'est trop tard. Non, on est en comptabilité de trésorerie sur de l'activité, comptable pure. C'est vraiment l'exercice de l'année qui est, déductible, qui donne droit à déduction de la TVA. Donc le stock déjà acheté et déjà payé n'est pas, source de récupération de la TVA. Pour ce qui est récupérable en termes de TVA, c'est uniquement ce que vous achetez après la date de redevabilité de la TVA. À Oui, partir du moment où vous passez les seuils, c'est les achats qui sont postérieurs et pas antérieurs qui donc peuvent si être vous basculez au 1er octobre, ça sera à partir du 1er octobre. Si vous basculez au 1er janvier maintenant pour récupérer dès maintenant votre TVA, vous pouvez au 1er février, vous pouvez en bénéficier. Bon, merci en tout cas pour toutes vos questions, il y en a énormément. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de questions sur un live et on n'a jamais eu autant de personnes sur un live à la Fédé depuis qu'on existe. Heu, on va vraiment essayer de répondre à tout, même si ça va être compliqué. Encore une fois, restez connectés. On fait un deuxième live la semaine prochaine, on donnera peut-être un tout petit peu plus d'informations suite au vote de la loi et au retour qu'on a, aussi des différents services de l'État. Hem, je vous invite vraiment à faire 3 choses. La première, c'est à, adhérer. La FAQ sera éligible et ouverte à tous les adhérents. Donc vraiment, adhérer, c'est 12 € par an, hein. On vous demande pas, des fortunes.
et c'est pas assujetti à la TVA, c'est une cotisation associative. La deuxième, c'est de parler de la fédé à ceux qui cherchent, de l'aide pour la TVA parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont être perdus. 250 000 personnes, perdues, ça fait beaucoup. Mmh. Et la troisième, c'est à solliciter votre député dès que l'argumentaire sera sur le site. Sollicitez votre député, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, pour leur dire de faire une action avec nous. On ne peut pas laisser 250 000 auto-entreprises sur le carreau en 2025, ça n'a aucun sens et c'est vraiment impossible de tuer comme ça dans l'œuf une initiative entrepreneuriale qui marche si bien. Voilà. Et il y aura un replay pour ceux qui le demandent. On ne fait pas de manif, on a déjà testé hein, plusieurs fois des manifs. Euh, En général, c'est pas efficace. Vous êtes tous au travail, vous avez énormément de choses à faire. Se déplacer à Paris devant Bercy ou devant l'Élysée, c'est impossible, mais devant la santé, c'est compliqué. Ça, on est peu nombreux, on démontre pas notre force. En plus, c'est pour se faire taper dessus, c'est pas forcément intelligent. Donc, non, on fait pas de manif, on est beaucoup plus efficace en étant présent sur les réseaux, en faisant beaucoup de buzz, en contactant les journalistes, mais en étant voilà, actif sur le terrain, auprès des députés, auprès de l'Assemblée, auprès du gouvernement. Ça, c'est important. Il y aura aussi des lettres types qu'on pourra vous faire envoyer avec des témoignages, on va essayer d'en faire. Voilà. Mais pas de manif, en général, ça marche pas. Je vois juste une dernière question et après je pense qu'on va arrêter avec les questions. C'est le combat n'est pas fini, on est d'accord. Alors effectivement, comme tu le disais, on va continuer à se mobiliser comme on le fait depuis le mois de novembre sur le PLF. Je te laisse peut-être en dire un peu plus dessus, Grégoire. Bah, la mobilisation, c'est clair, hein, c'est écrire à votre député, on va donner le guide qu'il faut. Le PLFR, donc le projet de la finance rectificative qui arrivera pendant le printemps ou pendant l'été, nous permettra d'agir auprès des députés pour qu'ils déposent un amendement parlementaire pour revenir sur cette mesure. Et notre objectif, c'est uniquement celui-là, c'est de faire abandonner la mesure. C'est pas de l'étaler dans le temps, c'est pas de remonter un peu les plafonds, c'est pas de négocier des franchises pendant un an ou deux. Notre objectif, c'est vraiment de couper cette mesure et de revenir à l'état initial, c'est-à-dire les plafonds existants. Point final. Voilà. Et on va le démontrer notamment par des finances, par des calculs financiers sur les finances publiques. Hein. La, la fraude sociale qui va avoir lieu autour de ça sera supérieure au gain fiscal. Donc de toute façon, l'État n'a aucun intérêt à faire ça. Voilà. Et on passe partout dans la presse, hein, rassurez-vous, on est quand même très actifs. On a eu pas mal de très bons échos déjà ce matin sur presque toutes les télés matinales. Donc on est actifs, rassurez-vous. Voilà. Heu, Merci à vous. ouais, je vous propose qu'on clôture ici parce qu'on a énormément de questions. Comme on le disait, on va mettre une FAQ sur le site internet. Donc merci à vous pour votre, présence, votre mobilisation derrière nous. Grégoire, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, merci à tous. Restez présents, restez connectés, restez combatifs et parlez de la Fédé à tous ceux qui peuvent. À bientôt. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.